Mais on va démarrer, même si on attend Maxime Cumunel de France Agrivoltaïsme qui est au bout du hall, mais on va quand même démarrer parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc bienvenue à tous, merci d'être là pour nous écouter, vous parler de premiers retours d'expérience sur des démonstrateurs agrivoltaïques en élevage bovin. Je laisserai peut-être chacun se présenter. Moi, je suis Élodie Julien, je suis la responsable du développement pour Voltalia sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Voltalia, on est un producteur d'électricité d'origine renouvelable. On développe et on exploite des centrales éoliennes, solaires et stockage. Bienvenue Maxime. Wouh. Je te laisse. Je venais juste de démarrer, donc je te laisse. Merci Élodie. J'ai marché sur l'autoroute. Vous voyez, quand on veut faire un projet agrivoltaïque, il faut être innovant et patient. C'est vrai, non ? Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler quand même d'agronomie, hein, pas seulement de temps d'attente pour avoir un projet. Vous avez eu Élodie, tu as dit un mot d'introduction ? Voilà. Élodie va dire un mot d'introduction. Elle est chez Voltalia, comme sa doudoune l'indique. Et elle est aussi la déléguée, la co-déléguée, disons, régionale de France Agrivoltaïsme. Et je te laisse la parole. Donc j'enchaîne avec France Agrivoltaïsme, qui est donc une association qui regroupe les acteurs de la filière agrivoltaïque, qui s'organise autour de 3 piliers, 3 pôles, un pôle agricole, expertise et énergie. Et l'objectif, c'est de travailler sur un dialogue constructif entre les acteurs autour de l'agrivoltaïsme. Alors, l'agrivoltaïsme, ça repose sur une synergie entre une activité agricole et une production d'énergie renouvelable, solaire évidemment. Ça doit contribuer à l'installation, au maintien, au développement d'une production agricole. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on rentre dans un cadre aujourd'hui qui est assez défini par la loi d'accélération des énergies renouvelables, le décret Agri-PV. Et une centrale agrivoltaïque, elle doit bénéficier, elle doit apporter des services à son exploitation agricole. Donc aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre de retours d'expérience, notamment sur la filière ovine, mais sur la filière bovine, en élevage bovin, on est encore un petit peu plus récent. Et l'objectif, c'est à travers des démonstrateurs, de pouvoir rentrer des retours d'expérience. Et on est là aujourd'hui pour vous faire des retours d'expérience sur 2 démonstrateurs. Un qui a été développé par Voltalia à Poisy sur un petit démo que Cyril va présenter, et un démonstrateur Camélia par Engie. Voilà. Je laisse la parole à Cyril pour présenter Poisy. Oui. Bonjour à tous. Donc, le site de Poisy en Haute-Savoie. Passage de micro et... Ouais. Qui c'est qui change les... Ouais. Donc voilà, on est sur un démonstrateur avec une parcelle qui est divisée en 2 sur des surfaces environ de 7500 m², 7800, avec 2 surfaces équivalentes. Et le troupeau qui fait environ 80-90 vaches est divisé en 2 pour pouvoir avoir 2 modèles homogènes de chaque côté. Merci. Voilà. Et donc, on a ressemé cette prairie, enfin, il a été ressemé cette prairie avec un mélange prairial, du régras et diverses choses. Voilà. Cette expérimentation, donc, on est sur 3 volets d'expérimentation qu'on va développer plus tard, voilà, pour une durée de 5 ans. Voilà, avec particularité, on fait le test sur 3 hauteurs différentes. Donc on a 2 tables à 2,20 m, 2 tables à 2 m et 2 tables à 1,80 m, bas de panneau. Voilà. Alors le second démonstrateur il est développé par Engie Green en collaboration avec INRAE, Catherine qui représente la structure. Ce sont des haies solaires, donc ce sont des panneaux bifaciaux verticaux, comme vous voyez sur l'image. C'est un démonstrateur qui est installé à 40 minutes d'ici, à l'accueil, dans le Puy-de-Dôme, sur un peu moins d'1 hectare, 8000 m² à peu près. Il est constitué de 9 haies qui sont écartées de 12 mètres et 18 mètres, ce qui nous permet de mener une double expérimentation. Il y a évidemment une parcelle témoin de la même taille, avec les mêmes pratiques juste à côté, que vous voyez sur la photo aérienne. Et puis on a 2 races de vaches, des Primolstein et des Salers, qui par groupe rentrent sur la parcelle. C'est une prairie permanente, donc avec des pratiques associées à la prairie permanente. Et comme le pilote de Poisy,
un triple suivi, biomasse, donc toute la partie fourragère, quantité, qualité, microclimat et comportement des animaux. Merci. Alors, on va vous parler maintenant du protocole de ces expérimentations, et puis ensuite, on vous présentera les résultats. Et on commence. Donc, en fait, le but, que ce soit pour Camellia ou pour Poisy, le but, c'est d'étudier un petit peu les synergies et de la structure agrivoltaïque et de la production agricole. Donc, on a 3 volets à chaque fois qui sont étudiés. Le comportement animal, pour voir un petit peu l'interaction du troupeau, de l'animal avec la structure. Ensuite, on a tout ce qui est valeur agronomique et valeur alimentaire. Donc ça, c'est tout le volet qui est étudié par IDEL, qualité et dynamique de la croissance de l'herbe. Et puis une analyse du microclimat en parallèle pour pouvoir un petit peu mettre tout ça en parallèle et bien étudier toutes les problématiques. Voilà, donc on est sur 5 ans, sur les 2 protocoles, on est sur 5 ans. Oui, donc bonjour à tous, Julien Fralin de l'IDEL. On s'est occupé, donc, en collaboration avec Voltalia et Poisy, le centre d'élevage, de mettre en place un dispositif. Donc, je vais vous présenter la partie fourragère que découpe en 2 parties. Une avec des cases en défend où les animaux n'ont donc pas accès à cette zone de la prairie, sur lequel on fait un suivi de la biomasse fourragère, une évaluation de la composition floristique, comment elle évolue au cours du temps. Donc on fait un suivi de 4 fois par an. Et puis évidemment une valeur alimentaire. À cela, on vient rajouter un protocole qui rend la chose un petit peu plus ambitieuse, d'un suivi herbomètre. C'est-à-dire que cette fois-ci, on vient suivre les hauteurs d'herbe qui sont pâturées, donc avec la conduite du pâturage typique qui se trouve à Poisy, c'est-à-dire un pâturage tournant avec des vaches laitières. Catherine. Alors, Catherine Picon-Cochard, donc moi je suis chercheur à INRAE à Clermont-Ferrand. Donc, comme sur Poisy, sur Camellia, on fait aussi des suivis de végétation. Alors, vous voyez sur cette carte, en fait, les petits points, là, ça représente en fait nos suivis de biomasse. Alors, comme sur Poisy, on est obligé d'avoir des cages de mise en défense parce que quand il y a les animaux, on ne peut pas avoir accès à la production d'herbe. Et donc, l'idée, c'est de balayer spatialement en fait, la production d'herbe, c'est-à-dire qu'à la fois on suit les 2 interrangs en 12 mètres sur la gauche et en 18 mètres sur la droite, et on essaye d'évaluer si le microclimat induit par la présence des panneaux pourrait modifier la production d'herbe. Donc on regarde quantité, qualité, on suit aussi sur l'ensemble du dispositif la composition floristique, et on a aussi des zones témoins, entre guillemets, sur Camellia. Donc les 2 petits points qui sont au-dessus et les 2 petits points au sud, ça nous fait des zones en fait qui sont pas trop sous l'influence des panneaux, mais quand même. Et après on a une parcelle témoin qui est carrément au nord, mais qui est vraiment pas très loin, qui nous fait notre parcelle de référence. Parce que l'idée c'est de comprendre comment l'herbe répond à la présence des panneaux, et il faut un référentiel, et donc ce référentiel c'est notre parcelle témoin. Donc je parlais du microclimat. Donc on déploie des capteurs en fait dans les interrangs. On a les mêmes capteurs sur la parcelle témoin. Par contre, on ne déploie pas les capteurs quand les animaux sont sur la parcelle. Donc on a 3 semaines de cycle de pâturage, 3 semaines de mesure de microclimat. Les animaux sont présents en gros du mois de fin avril, début mai jusqu'à mi-novembre. Et donc de mi-novembre jusqu'à avril, on mesure en continu le microclimat, donc rayonnement, température, précipitation, vitesse et direction du vent. Alors, nous, les instruments de mesure sont tout le temps positionnés sur la parcelle et on a un enregistrement en continu, y compris quand les vaches sont pas là, de tout ce qui est information microclimatique sur les mêmes bases que l'INRA. Si tu permets, on peut peut-être demander s'il y a éventuellement une question, si c'est clair pour tout le monde sur le protocole. C'est clair. Alors, on avance. Alors le protocole, la première partie du protocole, c'est sur l'étude du bien-être et du comportement animal. Donc le but, c'est de voir un petit peu l'interaction des animaux avec la structure. Ensuite, de pouvoir
et caractériser la fréquentation des animaux et leur localisation sur la parcelle, et puis comparer un petit peu les budgets temps sur les différentes zones. Donc voilà, donc ça c'est deux systèmes c'est deux volets qui sont étudiés dans les deux démonstrateurs. Et sur Poisy, on fait ça de façon un petit peu plus artisanale avec des journées d'observation, journées chaudes, journées tempérées, journées froides. Voilà, et on va dérouler un petit peu tous les résultats à partir de là. Donc sur Camélia, on a équipé tous nos animaux avec un certain nombre de capteurs. Alors, capteurs de rayonnement, pour savoir si les animaux se trouvent à l'ombre ou pas. Donc, c'est le petit capteur vert qui est juste au-dessus du collier. Ensuite, on a un capteur d'activité, savoir si les animaux sont en train de pâturer, ruminer, s'ils sont au repos. Et puis, la localisation spatiale avec un capteur GPS. Donc, l'idée, c'est de suivre où sont les animaux, s'ils sont à l'ombre des panneaux ou pas, et de faire des calculs aussi de budget temps. Et on complète ces suivis avec des observations de terrain. Merci. Et donc maintenant, on va passer aux résultats de ces observations. Julien ? Oui. Alors pour la partie donc à Poisy, on est sur la deuxième année après l'implantation de la prairie. On a fait des suivis qui sont finalement assez récents par rapport à ce que va présenter sur le démonstrateur de Camélia. Donc là, ce que je vous présente, c'est des hauteurs d'herbe donc, qui ont été faites sous panneaux à toutes les hauteurs, dans l'interrang également, et sur une zone témoin. Donc ce que l'on voit, c'est que la hauteur d'herbe sous panneau, elle réagit différemment du reste. La partie interrang et témoin, finalement, réagissent de manière assez similaire. On a donc de l'herbe qui pousse, fortement en sortie d'hiver. Et après, il y a une dynamique de croissance de l'herbe qui va être un petit peu moins forte que par ailleurs. Et dans l'interrang, on voit un pic de croissance de l'herbe qui est très fort, bien supérieur au témoin. Donc tout ça, c'est des résultats préliminaires qu'il faudra évidemment continuer d'accumuler de l'information, de la data, et qu'on viendra donc un petit peu au fil des temps affiner. Une partie ensuite, là, donc plutôt sur la composition floristique, on voit un effet clair, donc sous panneau. On est parti évidemment d'une même prairie, et tout de suite il y a eu donc une spécialisation de la flore avec des graminées qui sont davantage présentes, et aussi une part de sol nu qui est plus importante, qui peut être expliquée par nombreuses choses et qu'on reviendra un petit peu plus tard. L'interrang, lui, se comporte assez proche de la zone témoin, avec donc beaucoup de légumineuses et des plantes bioactives style plantain, chicorée, qu'on voit bien présentes. Alors là, je ne vous en parle pas, mais juste un petit peu sur un point rapide sur la valeur alimentaire. On dit souvent que oui, c'est un problème de ne pas avoir de légumineuses sous panneau, mais d'un point de vue valeur alimentaire, il faut bien se rendre compte que la qualité des graminées, elle est conservée et même améliorée sous panneau, ce qui fait qu'on a des taux de protéines qui sont équivalents, voire supérieurs aux autres zones. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait vérifier. Là, on a 2 périodes de prélèvement sur 6 mois de suivi. C'est bien trop tôt pour faire une conclusion, alors qu'on a 5 ans de démonstrateurs. On y reviendra plus tard. Merci beaucoup. Alors, Catherine pour Camélia. Alors, je vous présente qu'une partie des résultats. Donc, on choisit la production fourragère. Donc, vous avez sur ce graphe la production annuelle. Donc, les 2 premiers bâtons en gris, là, c'est nos zones de référence. En vert foncé, c'est dans le 12 mètres, et en vert clair, c'est dans le 18 mètres. Donc on voit qu'il y a un peu de variabilité entre les interrangs. Donc là, le petit tableau, ça vous dit qu'il y a des effets entre les interrangs, c'est-à-dire on a plusieurs interrangs au sein du 12 mètres et au sein du 18 mètres. Donc il y a de la variabilité spatiale, et ça c'est normal en prairie, on a toujours ça. Donc la position. Alors, les différentes barres en vert foncé et en vert clair, ça correspond à la distribution dans l'interrang. Proche des panneaux côté est, au centre, proche des panneaux côté ouest, puisque ça, c'est lié en fait à notre microclimat qui varie. Donc, on voulait regarder ça. Donc là, il n'y a pas vraiment d'effet observé, en tout cas pour l'année 2024. Et ce qui ressort, c'est que le 18 mètres produirait un peu plus d'herbe que le 12 mètres. Alors ça, nous, on l'interprète plus comme une problématique de l'apport d'engrais,
Donc on ne vous a pas parlé de ça, mais on va finir par vous en parler. Voilà. Ça pourrait être expliqué par des différentiels d'apport d'engrais entre le 12 mètres et le 18 mètres. Concernant donc le microclimat, voilà, donc le time-lapse, voilà, donc ça permet de vous voir la vague d'ombre qu'on a dans la journée. Donc le matin, c'est côté ouest des panneaux qu'il y a de l'ombre. L'après-midi, c'est côté est. Et puis on voit que la vague d'ombre, elle se déplace entre le matin et l'après-midi. Mais globalement, par rapport à des systèmes de toiture, en fait, l'herbe voit de la lumière. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a fait nos mesures de vitesse et direction de vent, puisque finalement c'est haie solaire, ça a un effet brise-vent, et à l'accueil c'est une zone qui est quand même assez ventée. Et effectivement, alors les petits bâtons, ceux de droite c'est nos témoins, les 4 de gauche c'est sur Camélia, donc on voit quand même qu'il y a une diminution par 2 de la vitesse du vent. On n'a pas observé de modification de la direction du vent. On est plutôt sur un site qui a dominance de vent sud-ouest. Et pour compléter sur le comportement animal, donc, grâce à nos capteurs, on a créé ces cartes. Donc, partout où vous avez une couleur, ça correspond à la présence des animaux. Donc, première chose, que ce soit sur une journée froide, ventée et pluvieuse, ou comme le 14 mai, ou une journée plutôt chaude et ensoleillée le 25 juillet, on voit quand même que les animaux prospectent la parcelle. Donc il ne semblerait pas qu'il y ait des choix particuliers, plus dans un interrang qu'un autre. Par contre, on voit clairement le 14 mai, avec les petits points rouges, qu'il y a un temps passé dédié des animaux beaucoup plus important dans l'interrang. Donc on voyait là sur le graphe du haut. Et pour la journée qui est ensoleillée, donc un temps passé plus important au nord-ouest. Et là, ça correspond à une zone où il y a des arbres. Et donc il y a de l'ombre apportée par les arbres. Donc on voit que les animaux vont chercher de l'ombre. Il y a les photos qui illustrent ici. Qui illustrent la chose. Et on va passer à Poisy sur la même question du comportement animal. Romaric. Bonjour à tous, Romaric Puteaux. Donc moi je suis responsable d'exploitation au centre d'élevage à Poisy et on m'a demandé de venir témoigner de ce qu'en pensaient les vaches. Donc je suis le porte-parole des vaches. Je suis désolé. C'est un beau métier, ça, porte-parole de vache? C'est pas mal quand on peut accéder à l'heure à la conférence. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, on a effectivement mis 2 lots. Donc, on a scindé le troupeau en 2 avec des animaux qui ont été appareillés. Vous aurez compris, hein, même stade de lactation, même race, etc. Et on a regardé le comportement. Alors là, vous avez sur la photo une journée d'observation. Alors, ils ont des parapluies, mais visiblement, il n'y a pas de nuages. Donc, quand il va faire canicule. Donc là, on est à plus de 35 degrés. Et donc, il y a des volontaires courageux désignés d'office qui ont observé les vaches pendant toute la journée de pâture, donc de 8h à 16h. Et je vous rassure, ils ont pu faire un turnover. Mais les vaches, non. Et ce qu'on a pu repérer, c'est qu'en fait, les vaches, elles n'ont absolument pas modifié leur comportement. Elles ne sont pas perturbées. Il y a vraiment... les vaches qui étaient dans le lot témoin, qui ont une parcelle ouverte, et les vaches qui ont accès aux tables, elles n'ont absolument pas de perturbation. Si ce n'est qu'elles ont une utilisation des tables opportuniste et ponctuelle. Donc quand il fait très chaud, comme on l'a vu, elles ont pris leur repas, elles ont fait leur temps de pâturage, comme vous savez. Et ensuite, on a vu qu'elles ont été effectivement se mettre à l'abri sous les tables. Alors quand on est sur une journée comme ça, c'est pas tout à fait la même. Hein. Si vous êtes observateur, le ciel n'est pas tout à fait le même. Mais quand on est sur une journée comme ça, les animaux vont plutôt avoir tendance à fréquenter les tables un peu hautes. On peut imaginer qu'il y a sans doute un effet vitesse du vent, enfin voilà, ce genre de choses. Une année d'études, hein, une prairie qui a été semée au printemps 2024 dans des conditions dantesques. Je vous passe les détails. Hein. Donc il a fallu décompacter le sol, il a fallu mettre en place la prairie. Finalement, une très bonne implantation 2024. Et sur les observations 2025, les premières observations 2025, donc quand il fait chaud, c'est pas très surprenant, elles vont chercher de l'ombre. Et regardez, quand on a le parallèle des animaux qui sont en face dans la partie témoin, eh ben, elles sont dans le dur. Hein. Donc c'est des animaux qui se mettent en rond, qui chassent les mouches, qui cherchent un petit peu d'air sur les parties hautes de la parcelle, mais qui sont quand même pas très à l'aise. Et quand on tourne la tête et qu'on regarde leurs collègues qui sont juste de l'autre côté du fil, eh ben, elles sont toutes à l'ombre sous les panneaux. Voilà. La petite vidéo, oui. Alors pour les zootechniciens,
C'est pas réellement un troupeau de vaches là que vous avez, hein, c'est un lot de génisses, d'accord? Voilà, là vous avez les vaches qui sont, vous avez vu les vaches réparties sous les 2 zones. En termes de comportement des bovins, 2 mots peut-être. On a des vélages étalés sur toute l'année, donc on a des chaleurs sur toute l'année. Donc il y a dans chaque lot des animaux en chaleur chaque jour de présence. C'est du pâturage tournant, elles reviennent à peu près tous les 18 jours pour à peu près 3 repas. Hein. Donc on a eu des expressions de chaleur dans la partie témoin et dans la partie non couverte de panneaux, et on a eu des expressions de chaleur sous panneaux. Et on a un animal 1. Donc je vous en parle parce que je la connais bien, mais vous ne la connaissez pas. Et la première fois qu'elle a cavalé, elle a touché le panneau. D'accord? Elle ne s'est pas blessée, pas de problème. Elle a voulu recavaler. Et quand elle a vu l'ombre du panneau, elle s'est arrêtée et elles ont été cavalées ailleurs. Donc pour vous dire, de ce qu'on peut commencer à voir, c'est que les animaux, ils apprennent. En fait, ils apprennent. Et c'est comme dans un bâtiment, c'est comme... voilà. Donc là, elle ne connaissait pas. Bon, bah, elle se fait avoir la première fois. Sa collègue qui était en chaleur, parce que ce n'est pas elle qui est en chaleur, elle s'est déplacée et elles ont cavalé en dehors des panneaux. Voilà. J'étais un peu long, pardon. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je pense qu'il y aura plein de questions après ça. Alors, un petit mot sur les pratiques agricoles. Alors, ça arrive à la fin. Donc, on a voulu tester sur Camélia la faisabilité d'un apport d'engrais minéral, donc avec un épandeur 24 mètres. Donc là, on travaille. Là, on est sur les terrains INRAE avec la ferme de l'Herbipole à l'accueil pour ceux qui connaissent. Donc, c'est 2 photos de gauche. Donc un épandeur de 24 mètres, on a du coup avec un 12 mètres et un 18 mètres d'interrang, forcément c'était un peu compliqué de pratiquer de la même façon. Donc en 18 mètres, on faisait un passage au centre de la parcelle avec l'épandage des 2 côtés. Et sur le 12 mètres, on n'ouvrait que d'un seul côté et le tracteur longeait les panneaux sur la gauche. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité dans cet épandage-là, ce qui génère certainement nos différences de résultats qu'on a observées sur la production d'herbe en 18 mètres versus le 12 mètres. Et donc là, on a fait un petit peu évoluer notre protocole pour faire en sorte de changer les réglages de l'épandeur quand il y a le passage en 12 mètres et en 18 mètres. Alors là, on est en 2024, un printemps 2024, c'est l'image de droite. Le choix qui avait été fait avec Voltalia et Apoisy, c'était de mettre en place la structure et de refaire la prairie ensuite. C'est une vraie bonne question. Si aujourd'hui on me reposait la question, je proposerais de faire l'inverse et de ne pas se mettre dans des conditions très plastiques. Donc là, on passe entre les panneaux sans problème. Hein, on a 6 mètres, entre 6 mètres utiles, donc on n'a pas de souci. Après, sous les panneaux à 1,80 m, on commence à travailler avec du matériel spécifique de maraîchage ou ce genre de choses. Voilà, c'est plus contraignant. C'est faisable. Et pour ce qui est de la fertilisation, là, nous, on n'est pas parti sur... Enfin, on n'a pas de restriction sur la fertilisation en minéral, ni même en épandage de compost. Et aujourd'hui, il faudra qu'on s'intéresse à la répartition des bouses, parce que ça peut sans doute expliquer une partie des choses qu'on risque de voir arriver. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, un petit mot de conclusion. Alors, je ne sais pas... Je commence ? Bah, vas-y. Je passerai le Élodie micro final à Élodie. Moi, je pense que je voudrais juste souligner 2 points, en fait. Le premier, c'est qu'à travers ces 2 pilotes, ça montre la diversité des projets agrivoltaïques. On voit que... par rapport à de l'élevage bovin, on a 2 dispositifs complètement différents. Et le deuxième point, c'est que en fait, les dispositifs agrivoltaïques ne sont pas substituables l'un l'autre. Ça paraît assez évident, je pense, autour de la table, mais c'est mieux en le rappelant. Ils répondent à un besoin, à une pratique et à un système pédoclimatique. Donc en fait, ce qu'on peut faire à un endroit, on ne peut pas le substituer par un autre dispositif. Je ne vais pas dire que c'est du sur-mesure, mais en tout cas, c'est de l'adaptation intelligente. Voilà, c'est les 2 points que je voulais souligner. Je pense qu'on est raccord là-dessus. Et je vais laisser le mot de la fin à Élodie. Oui, un petit mot pour compléter. Donc, on est ici en présence de 2 démonstrateurs différents qui commencent à avoir des résultats, à contribuer à du retour d'expérience. Ce qu'on veut aussi dire, c'est qu'on travaille en co-construction avec les exploitants.
Sans agri PV, il n'y a pas de PV, et il faut faire aussi un petit peu attention à la façon dont on dimensionne nos projets, parce que l'objectif, c'est quand même aussi d'avoir une électricité qui reste compétitive. Et donc l'enjeu, il est aussi là, c'est-à-dire qu'on est beaucoup d'opérateurs à proposer des solutions très diverses, à co-construire les choses et à les dimensionner en fonction du terrain. Mais il faut aussi viser un prix d'électricité qui reste compétitif et qui ne devient pas une charge pour nos concitoyens à terme. Voilà, juste un petit mot de conclusion. Mais une conclusion importante, hein, tu as raison, agriculture et de l'électron à prix acceptable par le consommateur, c'est un vrai sujet. Maintenant, on passe à vous, chers amis. Alors, il y a déjà des questions. On commence par madame. Hein, bon. Alors, vous vous présentez, vous posez votre question vite. On prend deux ensemble et on répond. Audrey Oléroux, ingénieure agronome chez RP Global. Il y a une question qui a été très intéressante sur la durée de réimplantation de la prairie après implantation du PV. Je voulais savoir combien de temps vous avez mis. Est-ce que ça a été long ou pas de décompacter le sol? Et est-ce que sur Poissy, vous étiez posé une question sur le renforcement des poteaux, vu que c'est des bovins par rapport à l'ovin, ou pas du tout? On prend deux questions. Donc, la question en bovin, c'était souvent la gestion des chaleurs des animaux et éventuellement la dégradation des panneaux s'ils cognaient contre les panneaux. Là, a priori, ils apprennent, j'entends. Selon vous, quelle serait la hauteur idéale pour le bas de panneau? Parce qu'aujourd'hui, on entend des hauteurs astronomiques, mais plus on monte, plus on fragilise les installations où il faut renforcer, mettre du béton. Avec votre petite expérience, est-ce que vous pouvez nous donner une préconisation de hauteur minimum de panneaux? Merci. Alors, Romaric, peut-être sur la première question, et puis après, j'imagine qu'il y aura des avis contradictoires. Alors, 2024, on était très, très, très inquiets parce qu'on prend 200 mm d'eau en janvier, en février et en mars. Et on arrive au 15 mars et on veut semer une prairie avec une équipe qui a travaillé pendant 5 à 6 semaines avec des engins qui font 7 à 8 tonnes. Et là, ça s'appelle un chantier. Donc on a décompacté plusieurs fois, on a eu un créneau de semis qui a été extraordinaire, on a réussi à décompacter et à semer à peu près en 15 jours. On a roulé, on a laissé faire la nature et la prairie, il n'y a aucune zone de tassement, il n'y a aucune zone où on n'a pas de légumineuses, ce genre de choses. Enfin, elle est vraiment homogène, hein. C'est relativement intéressant. Homogène, sauf aujourd'hui sous les panneaux, pardon. Ça, c'est la première chose. Et c'est des pieux battus, donc c'est des monopieux, vous avez vu, c'est des pieux battus à 2,50. On est sur des moraines glaciaires, je suis désolé, on est dans les Alpes. Il y a très peu de cailloux. Quand on en trouve un, il est joli. Hein. Là, c'est une espèce de menhir, mais c'est du calcaire. On en a trouvé 3 sur 122 pieux ou un truc comme ça. On a décidé de passer à côté. Hein. Après, les poteaux, ils bougent pas du tout. J'ai plus les sections exactes. Mais non, le poteau bouge pas. Et sincèrement, les animaux... si vous avez fait un tout petit peu d'observation d'animaux, ils ont horreur de tout ce qui arrive par en haut, les animaux. Et ces ombres portées, elles sont quand même, pour elles, impactantes. C'est-à-dire qu'elles vont aller sous les ombres, il n'y a pas de problème, mais quand elles ont des choses à faire, très vite, elles se disent, il y a quelque chose de pas tout à fait normal. Voilà. Ça deviendra peut-être la norme. Je n'ai pas dit, excusez-moi, dans les deux lots, c'est toujours le même lot que dans la zone témoin et c'est toujours le même lot que dans la zone panneau. Donc on mise vraiment sur une habituation. Hein. C'est vraiment comme si un éleveur avait qu'un seul troupeau. Alors sur les hauteurs 1,80, 2,20, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Celle qui touche, elle touche à 1,80. Voilà. Mais parce qu'elle exprime la chaleur à cet endroit-là. Je ne sais pas du tout si c'est lié à la hauteur des panneaux. Voilà. Donc oui, sur le type de structure, forcément on a dimensionné par rapport aux bovins, par rapport aux poteaux. Un des premiers retours de Poissy tout de suite, c'est, si vous avez bien regardé, on a un poteau qui est décentré sur la structure. Et avec le retour de Romaric, on a modifié nos structures qui sont en catalogue et on est avec un pieu central. Ce qui fait qu'on peut travailler avec des outils déportés de 2,50 m qui viennent au pied du poteau, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que Romaric parlait d'une difficulté pour travailler avec, vraiment sous les panneaux, mais en mettant le pieu central, on y arrive tout à fait. En ce qui concerne les hauteurs, voilà. Moi, 1,80 m, comme dit Romaric, pour moi, ça ne pose pas beaucoup de problèmes à un bovin. Il s'habitue, il observe, il est dans son environnement. Il ne faut pas croire, il ne faut pas les prendre pour des neuneux. Elles observent leur environnement. Ça, c'est la première chose. Je pense que là où on va avoir, c'est plus dans le retour agronomique, comment la lumière rentre sur le 1,80 m, 2 m et 2,20 m et quel est le meilleur rapport entre tout ça.
Aller au-delà de 2,20 m, ça pose vraiment de gros problèmes au niveau structurel. On a cette option de réversibilité qui est là aussi. Donc on ne peut pas mettre de béton dans la logique des choses. Quand on va interroger les services instructeurs, c'est niette. Donc pour que notre pieu y tienne, il faut qu'on l'enfonce. Si c'est trop haut, ça pose des problèmes. Voilà. Donc tout ça, c'est des réflexions qui se font mûrir quand on monte le projet. D'autres réactions? Oui, Romaric. Juste pour ajouter, excusez-moi, on est en bovin lait, en insémination 100%. On n'a pas de mâle. Il n'y a pas de taureau. Hein. Je préfère vous le dire. Oui, Romaric, c'est exactement ce que je voulais dire. On va être sur un cas qui va être en vache laitière. Évidemment qu'il va falloir refaire et aller chercher de la donnée dans d'autres types d'élevage, notamment à l'étang. Et sur ces histoires de hauteur, Aline, Catherine, est-ce que vous avez... Il n'y a pas d'obligation, hein. Je te sens peu... Non, alors, nous, il n'y a pas de sujet de hauteur. Après, on sait que la profession, ce qui tourne un peu, c'est le fameux 2,40. C'est vrai que 2,40 m, ça laisse beaucoup de place, mais on arrive sur des difficultés technico-économiques pas simples. Et c'est vrai que 10, 20 ou 30 cm, c'est très important quand on travaille sur ce genre de structure. Donc je ne vais pas vous donner de réponse, moi, je n'ai pas de légitimité, mais en tout cas, sur des difficultés technico-économiques, elles sont réelles. 10, 20 ou 30 cm, c'est énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, alors on va prendre vous deux ensemble et après monsieur. Du coup, Marie, pour Sam Solar, un développeur solaire, moi, la question, elle se posait par rapport aux haies solaires. J'ai eu pas mal de retours qui disaient que ça bloquait la communication entre les animaux au sein du troupeau, du fait que ça bloque la visibilité. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Bonjour, Louis Zimmermann pour AgriPartenaire. Moi, la question, c'était plus sur les productions totales de fourrage sur Poisy. On a vu les courbes, mais au total, la comparaison entre témoins et zone agri-PV. Alors, Catherine, vous voulez répondre sur la première question? Oui, alors, du coup, on a fait des observations. Alors, du coup, elles peuvent quand même... vous voyez, dessous, là, on a 80 cm, je crois, de hauteur. Donc là, il y a un vide. Donc là, on sait qu'elles peuvent s'observer d'un rang à l'autre. Ça, on a déjà vu qu'elles mettent la tête et puis qu'elles regardent ce qui se passe. Après, les rangs sont de taille variable parce que c'est à cause de la conformation de la parcelle. Donc on est sur une trentaine de mètres au maximum, je crois, sur les rangs les plus longs. On n'a pas vraiment observé de problématiques liées à ça. Mais effectivement, ça peut se poser si on est sur des grands couloirs. Et je pense que là, ça ne serait pas très judicieux de laisser des grands couloirs quand on a des vaches. Moi, j'ai déjà vu des sites en Allemagne, c'était plus de la prairie de fauche. Et donc là, ils avaient des grands couloirs. Voilà. Donc du coup, beaucoup de panneaux. Là, sur les vaches, il y aurait intérêt effectivement à couper pour que les animaux puissent prospecter, ils ne fassent pas toute la longueur pour passer d'un rang à l'autre. Alors sur la seconde question, qui veut prendre la parole? Julien? Oui, alors sur la production fourragère totale, on ne l'a pas encore sur une année. Donc c'est pour ça que je vous ai montré plutôt des hauteurs d'herbe qui étaient un peu plus parlantes. Donc dans les mises en défend, ce qu'on peut voir en termes de tendance pour l'instant, c'est que le témoin est supérieur au reste. Au niveau de l'interrang, il y a finalement assez peu d'écart. On est de l'ordre de 10% à peu près de moins. Et c'est à l'ombre où on voit des choses quand même bien inférieures, de l'ordre de 33%. Mais ça nécessite de quand même un petit peu confirmer ces résultats. Merci, on va prendre... Messieurs, vous pareil. Alain Vidal, Société Solken. J'avais une question sur la casse au niveau des deux projets, notamment au niveau des haies. Est-ce que vous avez eu des problèmes de casse de panneaux, qui sont abîmés par d'animaux? Je vois que vous êtes plutôt en élevage, donc c'est plus mocheté. Est-ce que vous avez des projets en salaire et qui auraient des cornes et qui pourraient casser davantage? Alors je crois qu'il y a un projet où il y a des salaires, il me semble. Bonjour, Jérôme Dole, Société Boreas, développeur de projet. Ma question, c'est plus sur l'acceptabilité locale. Comment est perçu le projet? Est-ce que ça a attiré la curiosité des habitants? Merci beaucoup. Alors, sur la première question,
Sur la première question, et tu pourras compléter. On n'a pas encore testé l'option corne sur les haies solaires. Sinon, la première année, les animaux pouvaient aller partout, donc il n'y a pas eu de casse. Et depuis, comme les haies sont instrumentées avec beaucoup de capteurs et qu'il y a certains petits éléments électriques, puisqu'il s'agit du premier prototype, qui n'ont pas été placés suffisamment haut pour ne prendre aucun risque, il y a un fil électrique autour des haies, ce qui n'empêche pas les animaux de pâturer partout. En tout cas, la première année, et même en ce moment, puisque les animaux pourraient quand même atteindre les panneaux, il n'y a eu aucune casse à déplorer. J'enchaîne avec la deuxième question. Oui, sauf si Catherine veut dire un mot. Non, c'est bon. Enchaîne avec la deuxième et ensuite peut-être Romaric. Tu veux dire un mot? Oui. Sur le sujet de l'acceptation locale, alors c'est pas parce que c'est des petits projets que c'est tout simple. On s'affranchit pas de ces considérations-là. Acceptabilité va aussi avec intégration dans le paysage sur ce genre de site. Pour le démonstrateur Camélia, on est au milieu du PNR des volcans, donc un paysage fortement identitaire. Évidemment, la collectivité, elle soutient le projet, elle a été impliquée en tout premier. Le sujet du paysage a été un des premiers mots qui est sorti dans la conversation. Donc le choix du site, on en revient aux fondamentaux du PV en fait. Le choix du site, c'est la première chose, parce que vouloir cacher ce genre de dispositif, c'est une utopie. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc le choix du site, évidemment, le choix du site dans une exploitation agricole, et puis beaucoup d'explications. Nous, ce qu'on a constaté avec les haies solaires, c'est qu'évidemment, on travaille sur des lignes, et donc les lignes dans le paysage sont, alors je ne vais pas dire plus faciles à intégrer, parce qu'on ne fait pas grand-chose, mais en tout cas, le principe de travailler sur du linéaire, sur des grands paysages ouverts, c'est plus facile, puisqu'on est sur du linéaire comme des chemins, comme des haies, etc. Donc le fait de travailler sur des lignes, c'est un peu plus facile, parce que même si on est sur des points en hauteur, dans des reliefs comme ici, on n'a jamais ce qui peut arriver sur certains projets en plein sud, un espèce d'effet façade, où dans certains points, on peut voir beaucoup de bleu, ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, avec les haies solaires, on s'aperçoit que le travail des lignes, et des lignes de plusieurs tailles et plusieurs écartements est plus facile. Voilà. Alors, moi, je ne reviendrai pas sur le montage administratif. Simplement, la municipalité, elle a toujours été en accord et elle a même participé, elle a poussé, elle a aidé pour ce projet. Les panneaux à Poisy ont été mis sur une crête, ce qui fait que la plupart des gens ne voient que le dessous ou ne voient même pas qu'il y a des panneaux. Et il y a un panneau didactique à l'entrée pour expliquer ce que c'est. Le démonstrateur, il est à 4 km de la gare d'Annecy. Annecy, si vous voyez ce que c'est un peu de tourisme. Il y a 8500 habitants à Poisy. Aujourd'hui, c'est une attraction. On vient voir les vaches quand elles sont sous les panneaux, et puis on lit le panneau, et puis on est plutôt content. Voilà. Et même Romaric, moi qui étais à l'inauguration, on envie les vaches qui sont sous les panneaux. Il faisait une chaleur de bête. Moi j'aimerais rajouter un mot sur ce sujet de l'acceptabilité. Je mets ma casquette France Agrivoltaïsme. C'est que quand même, évidemment c'est toujours difficile, évidemment c'est toujours du sur-mesure, mais ce genre de projet démonstrateur, ça sert quand même très largement la filière. Parce que pour beaucoup de services instructeurs, pour le monde agricole, pour les habitants, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est: est-ce que c'est moche ? Bon, donc quand on en voit un en vrai, on peut savoir si c'est moche ou pas, et chacun juge, mais on voit quels sont les effets réels. Et deuxièmement, est-ce que ça marche ? Bon, donc là, on a des résultats agronomiques, qui sont toujours des résultats scientifiques, qui changent d'un projet à l'autre, etc., mais qui participent au fait que la filière est bien intégrée et que ces projets démontrent leur utilité scientifique. Et notamment vis-à-vis des services de l'État, des chambres d'agriculture, etc., c'est vraiment, j'ose pas dire un game changer, parce que je ne sais pas si on peut comme ça parler en anglais, mais je pense qu'il faut aussi rendre hommage aux sociétés qui le font, parce qu'il n'y a pas tant de développeurs qui font ce genre de choses. Donc vous le faites tous les deux, et c'est vraiment bien parce que ça participe réellement à l'attractivité de la filière pour l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, on peut vous remercier. On vous applaudira tout à l'heure, mais il y a d'autres questions. Il y avait une jeune femme, peut-être en blanc là-bas, vous aviez une question, hein ?
Bonjour, Claire Guillet à Boénergie. J'avais 2 questions. La première, c'était, vous avez dit que vous avez retravaillé les parcelles pour les compacter. Est-ce que vous avez réussi donc à vraiment les travailler sous les panneaux ou pas? Et est-ce que ça pourrait être une explication pour le fait qu'il y a une différence aussi de type de prairie sous les panneaux? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était en structure. Vous avez dit que vous avez modifié les structures pour prendre en compte le fait qu'il y avait des vaches. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez surdimensionnés, comment vous l'avez intégré? Alors, je laisserai à Cyril les structures. Non, on a décompacté, qu'on soit bien d'accord. La société qui a mis en place les panneaux a bien compacté et nous, on a décompacté. Chacun son métier. Alors, non, pour faire simple, si vous connaissez un peu les chantiers, c'est les zones de passage multiples, donc c'est les entrées, etc. Sous panneau, il n'y a quasiment pas de compactage, puisque vous avez le pieu qui est battu, et une fois qu'on a battu le pieu, plus personne peut accéder aux tours et sous les panneaux. Donc c'est très peu compacté sous les panneaux. Donc il n'y a pas de souci. Le décompactage, il a été fait dans l'entrée de la parcelle, et on va dire dans un rayon de 10 à 15 mètres autour des panneaux. Voilà. C'est les amenées de matériel, c'est les va-et-vient multiples. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça nous a forcé aussi à réfléchir au dimensionnement et à voir avec les structuristes qu'est-ce qui pourrait être le mieux adapté. La structure en elle-même, aujourd'hui, si vous allez chez un structuriste et vous demandez une structure monopieux centrale, voilà, il va vous sortir ce qu'il peut faire. Voilà, ça, dans tout ce qui est dimensionnement, c'est plus des réflexions qui arrivent en cours de développement en fonction de tous les résultats qu'on a sur la parcelle. Quel type de sol, comment c'est, etc., qui nous font dimensionner réellement comment va être la structure. Nous, on part sur une structure monopieux avec un seul pan, voilà. Donc derrière, c'est la technique qui parle, quoi. Voilà. Et chaque projet, de toute façon, sera différent. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite dire un dernier mot? Non. Alors, on vous remercie tous. Vous savez qu'on dit que l'intensité du plaisir est proportionnelle au carré de l'attente. Donc, j'espère que vous avez été extrêmement heureux. Et pour fêter ça, on va remercier évidemment très largement nos intervenants, en particulier les chercheurs qui, vous le savez, ne sont pas toujours ceux qui se voient le plus et qui sont pourtant les chevilles ouvrières essentielles des dispositifs agrivoltaïques. Et on remercie tout particulièrement Voltalia qui a organisé cette conférence avec talent comme d'habitude, et toutes ses équipes. Et en particulier toi, Élodie, et en particulier Charline, qui se cache quelque part, et sans qui rien n'aurait été possible. Voilà, elle est là, et c'est grâce à elle, vous pouvez l'applaudir. Et pour fêter ça, on peut aller boire un petit verre sur le stand de Voltalia, qui est judicieusement placé juste à côté. Merci à tous.